Troisièmement, d'Intifa à Zaouiat Sidi Rahal. 5 octobre. Départ à 5 heures du matin, en compagnie d'une caravane de 5 à 6 personnes. Le pays est sûr, on est en Bled el-Makhzen, point d'escorte. D'ici à Demnat, je continuerai à cheminer sur les premières pentes de l'Atlas, en me rapprochant de plus en plus de son pied. Pendant ce trajet, je passerai insensiblement du Moyen Atlas au Grand. Les deux chaînes paraissent se rejoindre à la trouée de la Tessaout, où serait l'extrémité de la première. Ma route d'aujourd'hui se divise en 2 portions distinctes, de Jma'at Ntifa à l'oued Tessaout et de la Tessaout à Demnet. Dans la première partie, le pays est accidenté, le sol pierreux, quelquefois rocheux, et il est souvent nu, par moments garni de palmiers nains et de Tessaout ou boisés. Peu d'eau. Cependant, au flanc des coteaux, au fond des ravins, sur les sommets, s'élève une foule de villages entourés de grandes plantations d'oliviers avec des haies de cactus. En somme, région d'aspect triste, mais fort habitée. À 9h30, j'arrive au bord de la Tessaout. C'est la Tessaout el-Fouqiya, appelée aussi Ouad el-Khdar, rivière verte. Elle est bien nommée. Elle coule au milieu d'une végétation merveilleuse à l'ombre de grands oliviers dans une vallée couverte de champs et de vergers. À partir de la Tessaout, j'entre dans une région nouvelle, accident de terrain moins sensible, sol terreux, foule de ruisseaux, nombreux villages. À chaque instant, jardins immenses, à végétation superbe, à arbres séculaires. C'est au travers de ce beau pays que je parviens à Demnet. J'entre dans la ville à 12h30. Durant toute la journée, beaucoup de monde sur le chemin. Je n'ai point traversé d'autres cours d'eau importants que l'oued Tessaout. Il avait 15 mètres de large et 50 centimètres de profondeur, eau claire, courant rapide, lit de galets, berge de terre, en pente douce de 1 mètre à 1 mètre 50 de hauteur. 6 et 7 octobre. Séjour à Demnet. Cette ville est le siège d'un caïd qui gouverne la province de Demnet. Celle-ci a pour limite, au nord, les Srarna, à l'est, les Ntifa et les Aïd Bouali, au sud, les pentes supérieures du Grand Atlas, à l'ouest, les Glawa et les Smran. Demnet est entouré d'une enceinte rectangulaire de murailles crénelées garnies d'une banquette et flanquée de tours. Le tout est en bon état, sans brèche ni portion délabrée. 3 portes donnent entrée dans la ville. La Kasbah a son enceinte à part et est bordée de fossés. Ceux-ci, les seuls que j'ai vus au Maroc, ont 7 à 8 mètres de large sur 4 ou 5 de profondeur et sont en partie remplis d'eau. Au milieu de ce réduit s'élève la mosquée principale et la maison du caïd. Murailles, kasbah, mosquée, maison, toutes les constructions de la ville sont en pisé. Rien n'est blanchi sauf la demeure du caïd et le minaret qui l'avoisine. Le reste est de la couleur brun sombre qui distingue les habitations depuis Bouljad. L'intérieur de l'enceinte est aux 2 tiers couvert de maisons en bon état, quoique mal bâties. Le dernier tiers est occupé partie par des cultures, partie par la place du marché. Point de terrain vague, point de ruines, en somme, air prospère. La population est d'environ 3000 âmes, dont 1000 Israélites. Ceux-ci n'ont pas de mellah. Ils habitent pêle-mêle avec les musulmans, qui les traitent avec une exceptionnelle bonté. Demnet et Sfro sont les 2 endroits du Maroc où les Juifs sont le plus heureux. Il y a d'autres rapprochements à faire entre ces 2 villes, dont les points de ressemblance frappent l'esprit. Même situation au pied de l'Atlas, à la porte du Sahara, population égale et composée d'une manière semblable, prospérité presque pareille, même genre de trafic, même caractère doux et poli des habitants, même ceinture d'immenses et superbes jardins. En un mot, ce que Sfro est Éphès, Demnet l'est à Marrakech. Le commerce de Demnet est le suivant. Les tribus de l'Atlas et du Sahara, d'Adès, Todra, viennent s'y approvisionner de produits européens et d'objets fabriqués dans les villes marocaines.
tels que cotonnade, sucre, thé, parfumerie, bijouterie, blra. Elles y cherchent aussi des grains, mais en petite quantité. En échange, ils apportent des peaux, des laines et des dattes que les habitants de Dmnat expédient à Marrakech. Ce commerce florissant autrefois a fait la richesse de la ville. Elle est en décadence depuis 4 ou 5 ans. À cette époque, le sultan envoya un amin, note de la rédaction, sorte de commissaire. Fin de note. Le sultan envoya un amin d'une rapacité telle que le trafic ne fut plus possible. Tout ce qui passait les portes de la cité était, quelle qu'en fût la provenance, frappé d'un droit arbitraire si élevé que bientôt les tribus voisines et les caravanes du sud désertèrent ce marché et se portèrent en masse sur Marrakech, où ils se fournissent à présent. Dmnat est entouré de toutes parts d'admirables vergers, les plus vastes du Maroc. Au milieu d'eux sont disséminés une foule de villages, se touchant presque, qui forment comme des faubourgs de la ville. Ces jardins sont renommés au loin. Leur fertilité, leur étendue, la saveur et l'abondance de leurs fruits, les excellents raisins qui s'y récoltent, sont légendaires. Presque contigus au verger de Dmnat s'en trouvent d'autres très célèbres que nous avons traversés en venant. Ceux de Haït ou Aoudnous. Ils rappellent un triste exemple de la rapacité du sultan et de la malheureuse condition de ses sujets. Ces jardins, domaines immenses et merveilleux, forêts d'oliviers séculaires et d'arbres fruitiers de toute espèce, arrosés par des ruisseaux innombrables, appartenaient il y a quelques années à un homme fameux par ses richesses et son luxe, Ben Ali Ould Mahsoub, dont la vaste demeure s'élève encore au sommet d'un mamelon qui les domine. Cette fortune énorme, cette ostentation, ce pouvoir portèrent ombrage au sultan. Soit pure cupidité, soit crainte de l'influence croissante d'un homme aussi puissant, et le fit une nuit surprendre, saisir, emmener. On le jeta en prison dans l'île de Mogador. En même temps, ses biens furent confisqués, réunis à ceux de la couronne. J'appris plus tard à Mogador que le malheureux Ben Ali, qu'on y connaissait sous le nom de Dmnati, avait, après plusieurs années de captivité, obtenu sa liberté au prix de tous ses biens. Mais il n'en jouit pas. Au sortir de prison, à la porte de Mogador, il mourut. 8 octobre. Départ à 8h30 du matin. D'ici à Zaouiat Sidi Rahal, je serai encore en Bled el-Makhzen, région sûre. Un guide suffit. La route longe constamment la lisière d'une vaste plaine qui s'étend au pied du Grand Atlas. Sol terreux et uni. À gauche sont les premières pentes de la montagne. Pentes assez douces, partie nue ou couvertes de palmiers nains, partie boisée. D'aucun point on ne distingue les crêtes. À droite, on ne voit qu'une immense plaine s'allongeant à perte de vue vers l'ouest. Elle est bornée à l'est par les masses lointaines et grises du Moyen Atlas, au nord par les collines éloignées d'El Hamna, qui séparent les bassins de l'Oumrbia et de la Tinsift. Jusqu'à la Tassaout Tahtiya, la plaine est couverte de pâturages et une foule de villages entourés de bois d'oliviers, la sème de points sombres. Ces vastes étendues pleines de troupeaux, ces innombrables oasis de verdure, forment un beau tableau de paix et d'abondance. À partir de la Tassaout, les oliviers diminuent. Bientôt, ils cessent. En même temps, les pâturages font place à des cultures. À 6 heures du soir, j'arrive à Zaouiat Sidi Rahal. Au loin, dans le disque enflammé du soleil couchant, on aperçoit la haute tour de Jama' al-Koutoubia, mosquée de Marrakech. Durant toute la journée, beaucoup de monde sur la route. Un seul cours d'eau important, l'oued Tassaout Tahtiya, eaux claires et courantes de 20 mètres de large et de 30 à 40 cm de profondeur, coulant sur un lit de galets 3 fois plus grand entre 2 berges rocheuses, tantôt à 1 sur 1, tantôt à 1 sur 2. Zaouiat Sidi Rahal est une bourgade du territoire des Zmran. Entourée de murs bas sans prétention militaire, bâtie en pisé, il a environ 1000 habitants. Au milieu s'élève une belle Qubba, où reposent les restes de Sidi Rahal, et une zaouïa où vivent les marabouts ses descendants. Ces derniers sont fort vénérés dans le pays. De toutes les tribus voisines, des Zmran, des Hamna, des Srarna, de Dmnat, de Marrakech même, on les visite. On leur apporte des offrandes.
En dehors de l'enceinte musulmane, formant un faubourg isolé, se trouve un petit mlah, jardin peu étendu. Quatrièmement, de Zaouiat Sidi Rahal, à Tekirt. 9 octobre. Quoique Bled el-Makhzen, le pays n'est pas assez sûr pour marcher sans étape. Mais un seul homme suffit. Je trouve sans peine quelqu'un pour m'escorter. Départ à 12h30. Un cours d'eau sort ici du Grand Atlas. C'est l'Oued Rdat. Il prend sa source au sommet de la chaîne, à la dépression considérable appelée Tizinglawi, et on descend dans une direction perpendiculaire aux crêtes. Cette rivière trace ainsi une route courte et facile pour franchir la chaîne. Je m'y engage. Jusqu'au Tizi, je resterai dans le bassin de l'Oued, et pendant la plus grande partie du trajet, j'en suivrai le cours. De Sidi Rahal aux environs de Zarqten, où je quitterai la vallée de l'Oued Rdat, celle-ci présente le même aspect. Le fond, on n'a jamais plus de 100 mètres de large. Le plus souvent, il a beaucoup moins. Les flancs sont habituellement des talus boisés à 1 sur 1, quelquefois des murailles rocheuses presque à pic. C'est lorsque les pentes de ces flancs sont les plus raides que le fond est le plus large. Lorsqu'elles sont les plus douces, qu'il est le plus étroit. Tantôt, ce dernier est couvert des galets, des blocs de roche qui forment le lit de la rivière. Dans ces points croissent, entre les pierres, des lauriers roses et des pins. Ailleurs, il y a un peu de terre, on trouve alors des jardins avec des figuiers et des oliviers. De même pour les flancs. Moitié terre, moitié grès, ils sont la plupart du temps escarpés et couverts de forêts où se mêlent les lentisques, les tqi, les teïdas et les tseft. Mais aux rares endroits où les côtes sont moins abruptes, on rencontre des villages, et leurs pieds, des cultures et des vergers. Les villages sont disposés en long. Chacun forme plusieurs groupes, échelonnés dans le sens de la vallée. Les plantations s'étagent au-dessous, disposées par gradins. De petits murs retiennent la terre. Les champs sont des champs d'orge et de maïs, des figuiers, des grenadiers, des oliviers, de la vigne et surtout une foule de noyers les ombrage. Le noyer apparaît ici pour la première fois. Cet arbre abonde sur les 2 versants du Grand Atlas. Je ne l'ai pas vu ailleurs. Telle sera la vallée de l'Oued Rdat jusqu'auprès de Tegmout, où je la quitterai. Le chemin tantôt en suit le fond, tantôt serpente sur les flancs. Il est presque partout raide et pénible, difficile en peu d'endroits. Aujourd'hui, je fais une étape très courte. Je m'arrête à Enzl, village de 600 habitants où je passerai la nuit. Il n'est que 3 heures lorsque j'y arrive. Durant le trajet, beaucoup de monde sur la route. L'Oued Rdat avait à Zaouiat Sidi Rahal 6 mètres de large et 20 cm de profondeur. Les eaux en étaient claires et courantes, légèrement salées. Elles coulaient au milieu d'un lit de galets de 60 mètres bordé de berges de terre d'1 mètre. Cette rivière est, m'affirme-t-on, un affluent de la Tinsift et s'y jetterait après avoir arrosé le territoire des Zmran et celui des Glawa. Cette dernière tribu est celle où je suis entré en sortant de Zaouiat Sidi Rahal. Un caïd nommé par le sultan la gouverne. Elle réside à Imaounine, dans le Tlouet. Son autorité réelle s'étend sur les Glawa et sur le Ouarzazate, son pays natal. Son pouvoir nominal va jusqu'au Aïd Zineb, son influence jusqu'à Taznart et jusqu'au Mzgita. La première seule de ces 3 régions est considérée comme Bled el-Makhzen. Seule, elle fournit des soldats et paie l'impôt. Les 2 autres sont Bled Siba. Cependant, dans la seconde, la parole du caïd est prise en considération, mais à condition qu'il ne réclame que des choses faciles, ne coûtant rien aux habitants. Il ne se hasarderait pas à leur en demander d'autres, sachant que ce serait provoquer des refus. Il ne se mêle en aucune façon de leur administration, de leurs différends, des guerres qu'ils peuvent se faire entre eux. Mais son anaya est respecté. Des gens de sa maison, esclaves ou mkhazni, peuvent servir d'Uztat, en voyage en sûreté sous sa protection.
Et il n'en est plus de même dans la troisième région. La suprématie même nominale du sultan n'y est pas reconnue. Tout ce que peut faire leur caïd est d'entretenir des rapports d'amitié avec les chefs des deux grandes maisons voisines, les cheikhs de Taznacht et du Mzgita. Il ne saurait servir d'ostad sur leur territoire, mais ces lettres assureraient un bon accueil auprès d'eux. Au-delà, ni son nom, ni celui du Marzn ne sont connus. Le commerce des Glawa est actif. Il consiste presque uniquement en l'échange des grains du nord contre les dattes du Dra, deux marchés dans la tribu, le Tnin de Tlouat et le Khmis d'Enzel. Les Glawa sont imaziran de langue comme de race, ainsi que toutes les tribus que je verrai dans les massifs du Grand et du Petit Atlas. De Zaouiat Sidi Rahal à Tissint, la première oasis que j'atteindrai, il n'y a pas un seul arabe. Et s'y apparaît pour la première fois un vêtement original, d'un usage universel chez les Glawa, dans le Dra, dans le bassin du Souss, dans la chaîne du Petit Atlas. C'est le khnif. Qu'on se figure une sorte de bournous court, de laine teinte en noir, avec une large tache orange, de forme ovale, occupant tout le bas du dos. Cette sorte de lune si étrangement placée est tissée dans le bournous même, et les bords en sont ornés de broderies, de couleurs variées. Le bas du bournous est garni d'une longue frange, le capuchon d'un gros gland de laine noire. La plupart des hommes, enfants et vieillards, musulmans et juifs, portent ce vêtement. Les autres se drapent dans des haïks de laine blanche. On garde le sommet de la tête nu, comme dans le reste du Maroc. Mais la bande large ou étroite qui se roule d'habitude alentour, au lieu d'être de cotonnade blanche, est de laine noire. Les bras se remplacent fréquemment par des sandales. On ne voit plus de sabre qu'aux cavaliers. Ces armes sont donc peu nombreuses, les chevaux étant rares dans le Grand comme dans le Petit Atlas. On cesse de porter la poudre dans des poires, on la met dans des cornes. Ce sont soit des cornes naturelles à armature de cuivre, soit plus souvent des cornes en cuivre ciselées. Elles ne manquent pas de grâce. Des sachets de cuir pour les balles s'y attachent. Ce modèle en usage dès les premières pentes septentrionales du Grand Atlas est le seul employé dans cette chaîne et dans tout le sud. Il n'y a que deux exceptions. Nous les signalerons plus tard. L'une est vers l'est, dans le bassin du Ziz, l'autre vers l'ouest, dans le Sahel. 10 octobre. D'Enzel à Tegmout, je suis la vallée de l'Ouedradat, telle que je l'ai décrite hier. Parti à 5 heures du matin, j'arrive à 11. Chemin faisant, je passe auprès des ruines d'un pont attribué par les uns aux chrétiens, par les autres à Sultan al-Khel. On cite toujours ces deux noms au Maroc dès qu'il s'agit d'ouvrages dont on ne connaît pas les auteurs. Ce pont, dont il reste 4 arches en pierre, s'élève sur la rivière au point de jonction des chemins de Marrakech et de Zaouiat Sidi Rahal. Il me paraît d'origine musulmane. Plusieurs gros villages jalonnent la route. Les deux principaux sont Ifsfes, 600 habitants, et Zarqtan, 800 habitants. L'Oued Ifren, le seul que je traverse, est un ruisseau de 2 mètres de large. Les eaux en sont salées comme toutes celles des environs. Les flancs même de la montagne sont par endroits blancs de sel. Durant cette matinée, de hauts massifs ne cessent de se dresser de tête. Vers le sud, au milieu d'une longue crête, j'aperçois l'échancrure de Tizntlouet et à sa gauche la cime rose de l'Adran Iri, dominant toutes les autres. Du monde passe sur le chemin. Beaucoup de gibier, quantité énorme de perdreaux. Tout le long de la route, j'en vois courir à mes pieds. Ils se lèvent rarement. On ne les chasse pas. Quand les habitants veulent en manger, ils en tuent à coups de pierre. « 11, 12, 13 octobre. 6 jours à Tegmout. Le village a 800 ou 900 habitants. Situé sur le bord de l'Oued Adran Iri, il est fractionné en plusieurs groupes qui s'espacent sur les premières pentes du flanc gauche de la vallée.
au milieu de cultures et de jardins. Ceux-ci occupent aussi une partie du fond qui a ici 60 mètres de large. Tagmout compte parmi les Ait Rba. Cette fraction se compose de tous ceux qui habitent sur le cours de l'Oued Dran Iri. Zalqtan forme une autre fraction, Enzel une autre encore. Les villages de ce versant sont d'aspect misérable. Les maisons de pierre et couvertes en terrasse sont mal bâties. Ils n'ont qu'un rez-de-chaussée, parfois admis enfoncé dans le sol. 14 octobre. Départ à 6 heures du matin. Anztat Meskort. La route d'aujourd'hui peut se diviser en 4 portions. Premièrement, de Tagmout à Titroula Tahtiya. Chemin extrêmement difficile, montée très raide à travers les pierres, région déserte, sol rocheux, tantôt nu, tantôt boisé. Deuxièmement, de Titroula Tahtiya à Titroula al-Fouqiya. On retrouve le cours de l'Oued Dran Iri, appelé aussi dans cette partie Oued Titroula. On le suit. Les premières pentes et le fond de la vallée sont couverts de villages et de cultures. Orges et maïs, ombragés de noisetiers, de trembles, surtout de noyers. Ce fond de vallée a peu de largeur. Les cultures ne s'étendent en tout que sur 40 mètres. Au milieu d'elle coule le ruisseau, qui ne cesse pas d'avoir de l'eau. Les flancs sont en pente douce, au pied, escarpés vers le sommet, rocheux partout. Plus on avance, plus la pierre nue apparaît, plus les arbres sont clairsemés. Chemin facile. Troisièmement, de Titola al-Fouqiya au col de Tizntlouet, où je franchis la crête supérieure du Grand Atlas. L'eau tarie dans l'Oued, les cultures cessent, les habitations ont disparu, désert de pierre. De tous côtés s'élèvent de hautes montagnes de grès. Plus un arbre, plus une plante, plus un brin de verdure. Tout est roche. Le chemin, sans être difficile, est très raide et très pénible. On monte lentement vers le col. Il est atteint à 4 heures du soir. Je me trouve à 2331 mètres au-dessus du niveau de la mer. Un panorama immense s'étend devant mes yeux. Je suis frappé d'abord de l'aspect montagneux de la contrée que je vais aborder. Ce sont que chaînes s'étageant les unes derrière les autres jusqu'au bout de l'horizon. Puis de son air triste et désolé. Tout est nu, tout est roc. Pas un grain de sable et une motte de terre. De longues côtes jaunes, des croupes d'un rouge sombre se succédant à l'infini. Immense solitude pierreuse, c'est tout ce que distingue l'œil lorsqu'il se tourne vers le sud du haut du Grand Atlas. Quatrièmement, j'entre ici dans la 4e portion de mon trajet d'aujourd'hui, de Tezntlouet à Ait Beddou. On commence par une descente raide. C'est un passage dangereux, comme l'indique son nom. Taurit Nimakr, colline des brigands. Puis on débouche dans la plaine du Tlouet, sol plat, bonne terre couverte de cultures. Je m'arrête à 6h30, près de son extrémité sud, au petit village d'Ait Beddou. Peu de voyageurs sur la route pendant cette journée. Le Tlouet est une fraction des Glawa. Il comprend un certain nombre de villages semés les uns près des autres dans une petite plaine fertile. L'un d'eux, Imaounine. Note de l'auteur. Imaounine porte aussi le nom de Dar al-Qaïd et celui de Dar al-Glaoui. Leur Qaïd des Glawa n'est point héréditaire. Elle est nommée par le sultan et change fréquemment. Quel qu'il soit, on l'appelle Glaoui. C'est un usage général au Maroc de désigner les gouverneurs du nom de leur province. On dit ainsi Dmnati, Ntifi, etc. Fin de note. L'un d'eux, Imaounine, est la résidence du Qaïd al-Glaoui. L'extérieur des constructions annonce la prospérité. Ce ne sont plus les huttes de l'Oued Ardat, maisons hautes et bien bâties. Les arbres ne sont pas encore nombreux. On en voit quelques-uns auprès des habitations. Ce sont des trembles, des figuiers, des noyers. Il pousse aussi des pieds de vigne. Une multitude de ruisseaux descendant de la crête de l'Atlas arrosent le sol. Quelque riante que soit en elle-même cette verte plaine, elle est entourée de toutes parts de montagnes si nues, si désolées que son aspect en est attristé. 15 octobre. Départ à 7 heures du matin. Je rentre en Bled Siba. M'y voici pour longtemps. Ici, le pays ne présente pas grand danger. Un homme suffit aujourd'hui comme escorte. En quittant Ait Beddou,
on achève de traverser la plaine du Telouet. Puis on entre dans la région la plus désolée qu'on puisse voir. Tout est roche. Au-dessus de la tête, on ne voit que murs de pierre. Aux pieds, ravins aux parois de grès sans eau ni verdure. Les lits à sec sont couverts d'une couche de sel. Nulle part la moindre trace de terre, ni de végétation. Après 3 heures de marche dans cette triste contrée, je débouche tout à coup dans une vallée qui forme avec elle le plus frappant contraste. Creusée à pic au milieu de l'immense plateau de pierre qui règne alentour, elle présente un aspect aussi riant, aussi gai, que les solitudes qui l'abordent sont mornes et tristes. Au fond coule un torrent dont les 2 rives sont sans interruption garnies de jardins et de cultures. Au milieu des figuiers, des oliviers, des noyers, s'élèvent en foule des villages, des groupes de maisons, des terremt. Tout respire la richesse. C'est l'Oued Dra qui commence. Sur ces rives seules, et sur celles des 2 rivières qui le forment, je trouverai ces constructions élégantes et pittoresques qui me frapperont désormais. Terremt, aux gracieuses tourelles, aux terrasses crénelées, aux balustrades à jour, maisons aux murailles couvertes de dessins et de moulures. Qsar, dont les enceintes, du pied jusqu'au faîte, ne sont qu'arabesques et qu'ornements. Dans ces belles contrées, même la demeure la plus pauvre présente l'aspect du bien-être. Le bas des bâtiments est en pierre cimentée, le haut en pisé. Tout est construit avec soin, tout semble neuf. Point d'habitation qui n'est un premier étage. Un second est souvent formé par une terrasse couverte, installée au-dessus. Partout, bonnes portes, volets façonnés et ornés comme aux maisons des villes. Toutefois, peu de demeures sont blanchies. De loin en loin, quelques zaouïas ou les créneaux d'un terremt, le reste à la teinte brun-rouge du grès et du pisé. Les jardins et les cultures sont entretenus avec un soin extrême, mais ils forment une bande étroite. Aux endroits les plus larges, ils ont 60 mètres. Encore ne sont-ils presque jamais en sol plat. Ils s'étagent, les terres soutenues par des revêtements de pierre, des 2 côtés de la rivière. Celle-ci, l'Oued Iounil, a 4 mètres de large. Un courant très rapide, des eaux claires, salées. Elle coule sur un lit de gravier de 10 mètres, blanc de sel dans les portions à sec. Les flancs de la vallée sont des murailles de grès verticales, creusées sur toute leur longueur de séries continues de cavernes. À ces murailles s'adossent maisons et jardins, dont leur flanc est taillé le sentier que je suis. Passage difficile. Le chemin n'a nulle part plus de 1,50 m de large. La paroi de roc, d'un côté, le précipice, de l'autre. Telle est cette vallée, telles sont, me dit-on, toutes celles du voisinage. Oued el-Melh, Oued Imini, Oued Iriri, étroits sillons où se concentrent la végétation et la vie, au milieu des immenses déserts de pierre qui forment le versant sud du Grand Atlas. Je ne quitte plus l'Oued Iounil jusqu'au gîte. À un moment, je monte sur le sommet du flanc gauche, un vaste plateau rocheux s'y offre à mes yeux. Il s'étend à perte de vue. Le thym est la seule plante qui y pousse. Les gazelles sont les seuls êtres animés qui y vivent. À 3 heures, je m'arrête à Tizgi, principal village et district de ce nom. Peu de voyageurs aujourd'hui sur la route. J'ai traversé 2 cours d'eau. L'Assif Morgan, appelé aussi Oued el-Melh, lit de 15 mètres de large, à sec. L'Oued Iounil, haut de 4 mètres de large et de 30 cm de profondeur, courant très rapide. 16 et 17 octobre. Séjour à Tizgi. J'ai été frappé à mon entrée dans la vallée de l'Oued Iounil d'un des caractères qui distinguent le bassin de Dra, l'élégance des constructions. J'en remarque ici un autre, plus important. Il se rapporte à la race qui occupe le pays. Jusqu'à présent, je n'avais vu que des Imazirines blancs, ceux qu'on appelle Shlaha. Désormais, une bonne partie de la population se composera d'Imazirines noirs ou bruns. Haratn. Dans tout le bassin du Dra, je les trouverai mêlés au Shlaha, dans une proportion d'autant plus grande que j'avancerai davantage vers le sud.
Dans la vallée même de ce fleuve, ils sont si nombreux que le nom de Draoui y est synonyme de celui de Hartani. Sur ces affluents, ils existent aussi en grande quantité. C'est dans ce bassin qu'ils semblent s'être concentrés. Et il n'y en a point dans celui du Souss, très peu dans celui du Ziz. Ils présentent les types les plus variés. On en voit qu'on confondrait avec des nègres du Soudan, d'autres ont la couleur des Noirs et les traits des Européens, ou bien les grosses lèvres et le nez épaté des premiers avec la peau blanche. Certains sont dits Haratan, qui pour un étranger ne présentent aucune différence avec les Shlaha. Les physionomies des individus étant aussi diverses, il est difficile d'assigner des caractères distinctifs à la race. On peut dire seulement qu'une couleur café au lait foncé avec des traits presque européens sont ce qu'on rencontre le plus souvent. Les Haratan se considèrent comme Imaziren au même titre que les Shlaha. Ils sont mélangés avec eux dans le fractionnement par tribu. Ils appartiennent comme eux aux Sktana et aux Xula, grandes familles qui, à elles deux, comprennent toutes les tribus entre Souss et Dra, une partie de celle du Souss. Malgré cette égalité politique, malgré cette communauté d'origine reconnue, les Shlaha se regardent comme supérieurs aux Haratan, et ceux-ci ont le sentiment de l'infériorité. Ils cherchent à se relever en épousant des femmes de couleur claire. « Parle-t-on mariage ?» dit un proverbe. L'arabe demande « Est-elle de bonne maison ?» Le Shlh est-il riche? Le Hartani est-il blunch? 18 octobre. Départ à 10h30. De Tisgi à Tikrit, on ne cesse de suivre le cours de l'Oued Iounil. Une bonne partie du chemin, c'est dans son lit même que l'on marche. Ce dernier a ici 15 à 20 mètres de large. La rivière y coule, tantôt en une seule masse 5 mètres de large et de 30 centimètres de profondeur, tantôt y formant plusieurs bras, tantôt l'inondant presque en entier et étant alors très peu profonde. Depuis sa source jusqu'à son confluent avec l'Oued Imini, elle a, quelle que soit sa force, cette même manière irrégulière de couler. D'ici à Tikrit, sa vallée peut se diviser en deux portions, l'une jusqu'à son confluent avec l'Assif Mran, l'autre au-delà. Dans la première, le fond reste ce qu'il était au-dessus de Tisgi, large de 50 à 60 mètres, couvert de cultures, ombragé de beaucoup d'arbres, les deux flancs sont toujours de grès rouge et très hauts. Cependant, ce ne sont plus des murailles perpendiculaires, si ce n'est à leur partie supérieure, où se voient des cavernes. Le pied est à 2 sur 1 d'abord, puis à 1 sur 1. Les flancs n'avaient de Tiulassen à Tisgi livré passage à aucun affluent. Dans cette nouvelle région, ils laissent accès à plusieurs. Ce sont autant de points où la vallée s'élargit et où les jardins s'étendent. À 1h30, j'atteins Tamdart, village en face duquel la Sif-Mrn se jette dans l'Oued Iounil. La vallée change d'aspect, le fond s'agrandit et prend une largeur de 300 mètres. Elle est couverte de cultures. Les cultures qu'on voit ici à Tikrit n'ont aucune ressemblance avec celles d'auparavant. Jusqu'à présent, une foule d'arbres ombrageait les champs. Désormais, on n'en verra plus, excepté aux abords des villages. Encore y sont-ils peu nombreux et parfois manquent-ils. La rivière coule dans un lit de 40 mètres de large, moitié vase, moitié galet, dont l'eau n'occupe qu'une faible partie. Les flancs, tout en restant rocheux, s'abaissent peu à peu, le droit surtout. Elle diminue graduellement et disparaît à quelque distance de Tikrit. Le flanc gauche conserve une hauteur minima de 150 mètres au-dessus du niveau de la vallée, mais ses pentes deviennent de plus en plus douces. Sa couleur change et n'a plus le rose ou le rouge du grès, mais une teinte blanche qu'il gardera jusqu'auprès de Tikrit. Là, variant de nouveau, il deviendra noir et luisant. À partir d'ici, plus de cavernes. En face de Tikrit s'étend une plaine triangulaire au conflue les Oued Iounil et Imini, très plate, à sol de vase desséché et se cultive en automne, et est inondée en hiver.
L'extrémité de la plaine, un étroit khneg se creusant entre les roches noires des montagnes, donne passage à la rivière. Un peu plus haut, un spectacle nouveau réjouit mes yeux. Un bois de palmiers entoure le village de Tezentout. C'est le premier que je vois. On approche du Sahara. À 5 heures, je parviens à Tikrit, où je m'arrête. Peu de voyageurs sur le chemin, quoique le pays soit très habité. L'Oued Imini, que j'ai traversé avant d'arriver, a 9 mètres de large et 30 centimètres de profondeur. Peu de courant. Il coule au milieu d'un lit de gros galets, large d'environ 700 mètres. Cette rivière est moins considérable comme volume d'eau que l'Oued Iounil, qui, 2 heures plus haut, avait, avec un courant très rapide, la même profondeur que lui, une largeur de 10 mètres. Lu pour vous par Mohamed El Kachtoul. Notre prochaine étape sera un séjour à Tikrit où l'auteur nous présentera le système politique des tribus du Grand Atlas, en faisant la comparaison entre le système des tribus du Sud et celui des tribus du Nord. Un système qui varie entre une sorte de despotisme bon enfant et une démocratie qui frise l'anarchie. On visitera aussi les ruines de Tessekdelt, autour desquelles la population a tissé des légendes que l'auteur nous transmet. Veuillez vous abonner à la chaîne Maghriberia sur YouTube pour être au rendez-vous avec cette aventure qu'est Reconnaissance au Maroc.